Bonsoir, il est 23h, c'est l'heure de notre rendez-vous sur Europe 1 et ce sera pendant tout l'été, 23h, 1h du lundi au vendredi. Votre libre antenne continuera tout l'été parce que le sentiment de solitude, les angoisses, la difficulté de vivre ne s'arrête pas miraculeusement en juillet et en août et puis tout le monde ne part pas en vacances. Alors nous allons nous relayer pour vous écouter. La ligne restera ouverte au 39 21. En attendant, ce soir, c'est Théo et un petit nouveau dans l'équipe qui va être là tout l'été. Théo qui va vous accueillir, ainsi Cassiba sous l'œil attentif de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Et vous le savez, bien sûr, vous pouvez à tout moment intervenir en nous envoyant un message par SMS au 7 21 21 code nuit ou en nous écrivant un courriel sur le site www.europe1.fr. Vous allez sur se connecter et là vous cliquez sur Caroline Dublanche. Et du coup, le fait de retrouver nos horaires habituels, eh bien, on a le plaisir aussi de retrouver la délicieuse Perle de Rosée. Et ça faisait longtemps qui nous envoie un petit courriel qui dit quel bonheur de vous retrouver, ainsi que tous les auditeurs à une heure plus raisonnable. Avec la chaleur, c'était impossible de tenir jusqu'à minuit. Je devais me contenter de la réécoute via le site le lendemain. Alors je salue le retour de notre prince des manettes, notre Fifi, et adresse un petit coucou à notre chère famille de la nuit en dégustant une glace au caramel fait maison avec des éclats de noix de pécan caramélisés. Bon appétit. Allez, on commence avec un peu de musique ce soir. Un petit message de Bombec qui nous dit déjà qui remercie Benji d'avoir témoigné hier par rapport à sa peur de l'avion, et puis qui dit voilà, ça fait du bien de savoir que moi aussi j'ai dit j'étais pas très à l'aise dans un avion. Il me dit du coup je me sens moins seule et moins ridicule d'avoir paniqué pendant 50 minutes lors d'un banal Marseille-Bordeaux. Il nous dit vive le train. Et puis il y a Sergio qui me dit bon, après une soirée camion, après une soirée avion, on fait quoi ce soir? La moto. Au hasard, hein, mon cher Sergio, vous qui êtes un fan de moto. Ça serait sympa, pourquoi non, je crois qu'on va aborder un autre sujet avec François qui est avec nous au 39 21. Bonsoir François. Bonsoir. Bonsoir. Oui, je vous appelle parce que ça fait une dizaine d'années que j'ai suivi une psychologue, et puis depuis peu, suite à un clash avec mon épouse, je vois un psychiatre. Et si vous voulez, le problème c'est que j'étais partagé avec une histoire familiale assez compliquée, de poser un diagnostic de ce qui est à la mode de pervers narcissique. Et en fin de compte... Attendez, qui a posé ce diagnostic? Un peu mon épouse, un peu... Mais sur vous? Pardon? Sur vous? Oui, sur moi. Parce que je suis inconstant et je fais souffrir les autres. Et puis, un côté narcissique parce que a priori, je m'aime bien, vu de l'extérieur, c'est pas moi qui parle. Et puis, en fin de compte, depuis peu, là, j'ai changé de traitement, je vois un psychiatre, et il s'est avéré qu'il y avait une connotation narcissique, mais pas de perversion. Et puis, depuis 2 jours, j'ai découvert, en cherchant sur Internet, un truc qui s'appelle les personnes borderline, et qui sont des personnes qui, de fait de leur histoire, de leur enfance, je dirais primaire, ont une peur de l'abandon et une peur d'être abandonnés, et qui leur génère des crises de colère ou de jalousie, et ce qui me correspond bien, quoi. Oui, mais alors là, je comprends pas bien quelle est votre demande. C'est-à-dire, alors, parce que vous me parlez, vous avez vu une psychologue, c'est-à-dire après un psychiatre, c'est-à-dire. Oui, mais qu'est-ce que vous recherchiez à ce moment-là?
Oui, parce que pourquoi voilà, qu'est-ce que vous recherchez? Qu'est-ce que vous attendez de moi ce soir? Parce que là vous faites des recherches sur internet. Quelle est votre question au juste là? Ma question, c'est pas tellement une question, mais c'est aborder un sujet, peut-être qu'il y a d'autres gens qui connaissent le sujet, parce que je viens de le découvrir, donc je suis un peu Oui. en quête de gens qui sont comme moi, qui sont sur ce champ-là, d'être traités comme un peu comme des gens bipolaires, des gens qui sont un peu considérés comme pervers ou faisant souffrir leur famille, parce que bon là je suis en instance de séparation, et de découvrir qu'en fin de compte je peux poser un nom sur ce que je ressens, de mettre un nom sur une souffrance en fin de compte qui a eu plusieurs noms et qui correspondait pas en fin de compte à ce que je vivais, quoi. Et de découvrir que je peux mettre un nom sur cette souffrance, savoir s'il y a d'autres gens qui peuvent en parler, qui peuvent m'aider, parce qu'au fond, François, quand vous avez fait cette démarche vers une psychologue, c'est parce que votre femme disait de vous que vous étiez un pervers narcissique. Parce que j'étais dans un contexte familial très 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 compliqué, avec en faisant cours une domination du mâle, non mais d'accord, la femme étant écrasée, etc. Oui, mais vous aviez besoin à ce moment-là de savoir un peu dire bon, elle dit que elle me qualifie comme ça, je vais aller voir au fond un professionnel, c'est ça, pour savoir si moi, le problème c'est que j'avais quelque part un reproche de dire t'as une histoire, tu as souffert, oui. Tu me fais souffrir, essaye de progresser. Bon, ça oui, mais oui. Pardon ? Mais c'est ce qui est une démarche, je trouve, tout à fait constructive. Parce que, oui. Au fond, et pourtant aujourd'hui, vous dites que le fait d'avoir un diagnostic vous soulage. Mais le problème, c'est que vous dites, alors vous m'avez dit, pervers narcissique, borderline, bipolaire, ça n'a rien à voir, hein, tout ça. Ah oui, mais tout à fait. Mais oui. Justement, c'est le problème, c'est qu'à chaque fois, j'ai eu l'impression d'avoir été baladé, oui. De diagnostic en diagnostic. Oui. En me disant, parce que bon, quand je lisais de la littérature sur le pervers narcissique, on me disait, oui. C'est comment dire, incurable. Donc sans espoir. Et là maintenant, ce que je lis, la personne. Oui, mais c'est votre femme qui disait ça de vous. Ça voulait pas dire que vous l'étiez. Oui, mais le truc c'est que je dis pas qu'il faut mettre des étiquettes et qu'il y a de la nuance sur beaucoup de choses, mais de se dire que voilà, je suis ça et c'est pas incurable et qu'il y a de l'espoir, ben là, ça me donne envie de vous appeler et de dire est-ce qu'il y a des gens de demander est-ce qu'il y a des gens qui ont eu ça. Oui, mais c'est pas encore très clair, hein. Oui, mais on a l'impression que vous avez. Alors déjà, le psychisme, on n'est pas dans. C'est difficile, c'est pas comme l'organique, hein, le côté incurable. On a l'impression, la perversion, c'est très compliqué, mais comment dire ? Quand on va voir un psy, en général, c'est parce que, c'est parce qu'on souffre de quelque chose. C'est exactement, ça c'est clair. C'est parce qu'on souffre, c'est parce qu'on est en difficulté dans sa vie. Bon. Je ne sais pas si le fait de dire... Oui. Oui, la grosse difficulté qui existe en moi, oui. C'est une mésestime de moi-même. Oui. De ne pas pouvoir accepter de compliments et de ne pas supporter la critique. Ça, c'est du positivisme. À prendre au deuxième degré. Oui, mais enfin, si vous voulez, le fait, moi, je pense rarement, enfin, je pense pas, ou alors, je me tromper, mais que les psys que vous ayez consultés vous ait dit, oui, monsieur, effectivement, vous êtes un pervers narcissique, vous êtes un, je vois pas tellement l'intérêt. Ah non, alors après, vous me dites, vous êtes allé voir sur Internet. Attendez, permettez-moi de poursuivre un peu le fil de ma pensée, sinon je vais pas y arriver. Si vous voulez, dans différentes problématiques, vous allez retrouver certains symptômes qui traversent différentes problématiques.
Pour autant, ça ne veut pas dire que vous êtes, parce que vous avez tel ou tel symptôme, un pervers narcissique, quelqu'un de bipolaire, quelqu'un de dépressif, quelqu'un d'hystérique, quelqu'un de paranoïaque, vous voyez, c'est comme, alors je vais faire une comparaison avec la maladie organique, c'est pas parce que vous avez tel ou tel symptôme pris séparément qu'on peut dire, ah oui, vous avez telle maladie. C'est un ensemble de symptômes qui va faire qu'on va dire, oui, il y a telle pathologie. Donc, si vous voulez, les étudiants en médecine, au départ, ils ont l'impression qu'ils ont toutes les maladies. Le problème, c'est que quand on va voir comme ça sur Internet et qu'on n'a pas les connaissances, on va se trouver toutes les maladies physiques ou toutes les maladies psychiques. Après, quand on a effectivement qu'on aille sur des chats après peut-être pour discuter sur des forums de patients, pourquoi pas, mais qu'on aille sur des forums pour poser soi-même un diagnostic, ça c'est très dangereux. Et puis je ne pense pas que ça vous fasse avancer. Vous savez, même quand on fait en thérapie, souvent on conseille, on dit aux personnes qui viennent en analyse, en thérapie, d'éviter toutes les lectures sur le sujet, parce que ça fausse la connaissance qu'ils ont d'eux-mêmes. Et elle n'est pas livresque, cette connaissance. La meilleure connaissance, c'est votre histoire, c'est l'histoire que vous avez, c'est ce que vous ressentez, c'est ce que vous connaissez de vous-même. Et ça, elle est unique. Une question que je voudrais vous poser, parce que là, je me pose une question, parce que là, ça fait maintenant plus de 6 mois que j'ai changé de thérapeute. Et quand je vais voir un médecin généraliste, il me dit, vous avez pas assez de globules blancs, pas assez de globules rouges, ça s'appelle une maladie comme ça. Bon, je vais voir un psy, ça fait, j'ai vu une psychologue pendant 8 ans, je vois un psy depuis 6 mois, et est-ce que de lui demander de poser un diagnostic sur ce que j'ai, c'est réaliste? Ce que je veux dire, j'ai un décalage là-dessus, quoi. Je discute beaucoup avec lui, mais j'ai l'impression qu'il me dira jamais vous souffrez de ça. Alors, vous me dites un psy, c'est un psychiatre, Un psychiatre, oui. Oui. Vous lui avez posé la question clairement? Non. Posez-lui la question. Moi, ça me paraissait évident que quand on va voir un médecin, il vous dit vous souffrez de ça. Oui, mais parce que vous voyez, votre question, elle est intéressante parce que ça veut dire que souvent on aborde encore, beaucoup de gens peuvent l'aborder comme la démarche vers un psy, qu'il soit psychiatre ou psychologue ou psychanalyste, comme je vais voir quelqu'un qui a un savoir sur moi et je m'en remets totalement à lui. Dans une situation de dépendance, il a un savoir sur moi et donc il va me poser, il va faire son diagnostic, donc éventuellement donner un traitement, puisque tel diagnostic, nécessite tel traitement, puis faire un pronostic. Vous avez parlé tout à l'heure, suis-je incurable ou pas? Donc là, on est vraiment dans le registre de la maladie organique. Alors, il y a ça, c'est quand on est quand on est malade physiquement. Oui, on est dans cette position par rapport au médecin. Bon, quand on est dans la souffrance psychique, c'est-à-dire que quand on a un mal de vivre, quand on a un mal-être, quand on a une difficulté, que parfois on n'arrive plus à vivre. On a au point de parfois vouloir d'avoir envie de se tuer, qu'on a une mésestime de soi-même, ou qu'on ne parvient plus à aimer, qu'on n'arrive plus dans son travail à avancer, qu'on n'arrive plus dans sa vie amoureuse dans son couple et autres. On peut ne plus arriver finalement à être en lien avec les autres sans pour autant être malade. Voyez, souffrir ne veut pas dire être malade psychiquement. C'est une grande différence, ça. Dans ces cas-là, on peut se dire, je vais aller voir quelqu'un dont c'est le métier de m'écouter, de m'aider à donner du sens à cette souffrance. Parce que cette souffrance, elle a du sens.
Et lui, oui, ce psy, finalement, il a un savoir théorique, mais le savoir véritable, c'est la personne qui vient consulter qui l'a. Parce qu'elle seule connaît son histoire. Et petit à petit va y donner du sens avec l'aide de ce thérapeute. Parce que en parlant à un autre, qui va pouvoir écouter et véritablement être dans une écoute, c'est-à-dire qu'il ne va pas être dans la projection de ses propres sentiments, de ses propres émotions, qui va pouvoir aussi, malgré tout, lui renvoyer certaines choses. À un moment, peut-être au lieu que la personne s'enferre dans certaines interprétations, dans certains chemins, ou peut-être comme vous, à tout prix, vouloir se dire « je suis malade », lui renvoyer autre chose, va emprunter d'autres chemins de traverse et va découvrir d'autres voies, d'autres possibilités. Donc là, on est dans une démarche très active. Ouais, non, parce que de toute façon, est-ce que vous comprenez la différence? Oui, je comprends très très bien. Mais je crois que tout tourne un petit peu autour de la mésestime de moi-même. Ça, c'est... Je pense. Et si vous voulez, alors je n'oublie pas néanmoins que dans certains cas, aussi sur le plan psychique, il y a évidemment des maladies psychiatriques qui nécessitent, évidemment, le médecin psychiatre va poser un diagnostic, un traitement médicamenteux, et où on va envisager un avenir, un pronostic. Ce qui ne veut pas dire que malgré tout, une fois que le diagnostic est posé, une fois qu'il y a un traitement médicamenteux d'envisager, on ne cherche pas aussi, par l'élaboration, par la parole, aussi à entendre cette personne. Et d'ailleurs, même une personne qui peut être par moments dans un état délirant, parce qu'il y a des choses à entendre dans ce délire. En tout cas, il y a Sylvain qui dit « Un pervers narcissique souvent ne demande pas d'aide ». Oui. C'est assez juste. Et il y a le subversif qui dit « Votre femme, dépitée que vous n'ayez pas répondu à ses présupposés amoureux, vous a diagnostiqué coupable de cela. Et votre tempérament un peu influençable a fait le reste. » Et c'est ça, je pense que tout vient de là, de ce côté très... de cette mauvaise image que vous avez de vous-même. Culpabilisant. Oui. Non, mais ça c'est le problème, c'est que je me traîne depuis mon enfance. Oui. Pour faire très court, j'ai été, entre guillemets, j'ai 45 ans, donc dans les années 60, il n'y avait pas tous les moyens de contraception, j'étais un accident comme beaucoup d'autres. Mais quitte à avoir un deuxième enfant, il était souhaitable que ça soit une fille, j'ai été un garçon, et déjà une grosse déception de ma famille, et puis des générations de fils uniques, mon frère m'a culpabilisé d'avoir été arrivé pour lui prendre sa place de fils unique, quoi. Donc et tout un enchaînement, mais bon, ça s'est apparu petit à petit, et j'étais beaucoup de culpabilisation. Alors maintenant j'essaye de m'en sortir, mais disons que mon entourage en souffre beaucoup. Et oui, comme si je suis séparé de ma femme en essayant de se dire que si on met un peu de distance entre nous, peut-être que j'arriverai à faire quelque chose, quoi. Mais les dégâts collatéraux sont importants. Mais certainement, parce que c'est comme si dès le départ vous n'aviez pas votre place. Oui, tout à fait. Quand vous dites, au fond, que vous étiez un accident de contraception, bon, en même temps, vous savez, à ce moment-là, on peut dire on est nombreux dans ce cas-là, cette époque-là, et en même temps, il y avait un désir de vivre très fort chez vous, et puis, vous savez, à toute époque, de tout temps, les femmes qui vraiment ne souhaitaient pas que la grossesse se poursuive, même quand l'avortement n'était pas légal, ont avorté, même parfois au prix de laisser leur vie. Donc, bon, malgré tout, vous avez été là. Mais après, bon, c'est vrai qu'il y a cette histoire, fille, vous êtes un garçon. Ça, c'est très important de travailler là-dessus, François. Beaucoup plus que de chercher à savoir, au fond, voyez, de vous coller une étiquette. Et votre psychiatre, je comprends qu'il vous enferme pas là-dedans. Mais en revanche, n'ayez pas peur de... Vous pouvez lui poser des questions et dire
vous savez, quand on n'est pas bien, parfois, c'est vrai que ça rassure au fond de se dire comment je suis, est-ce que je suis ci, est-ce que je suis ça, ou parfois on peut dire j'ai peur de dire tiens j'ai peur d'être paranoïaque, ou j'ai peur d'être, ou j'ai lu ça, je me demande si je suis pas comme ça. Et il pourra travailler là-dessus avec vous, dire pourquoi pensez-vous ça de vous, qu'est-ce qui vous fait penser que vous pourriez être comme cela? Parce que... Non, mais c'est que, vous voyez, vous pouvez, je vous demande pas de me répondre à moi, mais avec votre psychiatre, ce que je veux vous dire, c'est que ce sont des questions que vous pouvez lui poser, plutôt que de les garder en vous et que ça vous travaille et d'aller chercher sur Internet. Tout peut se dire dans une thérapie. Oui, mais j'ai l'impression que ça fait 10 ans déjà que je suis rentré en traitement, et qu'il y a beaucoup de choses que je gardais pour moi. Oui. C'était la cocotte minute, quoi. Et que j'ai avancé, arrivé à un moment, j'en voyais plus le bout avec la psychologue que je voyais. Oui. Et puis, ça s'est passé, il y a eu encore un clash, comme dit mon épouse, le clash de trop. Et là, je suis reparti sur un psychiatre, bon, ça apporte. Mais j'ai toujours l'impression de perdre du temps et de... On perd pas de temps si. Je comprends. Je comprends, François. C'est difficile. Il y a des gens qui partent dans la vie avec effectivement plus d'atouts que d'autres qui n'ont pas à devoir mettre qui d'emblée peuvent mettre leur énergie à leur service, à construire leur vie véritablement, parce qu'ils n'ont pas à se libérer d'un poids de névrose familiale ou de choses qu'on leur a fait porter. Oui. Et puis il y en a d'autres, comme vous, comme beaucoup d'autres, qui doivent vraiment faire tout un travail, et parfois très long, et au prix de rencontrer des personnes pour arriver à se défaire de tous ces de tout ce qu'on a accumulé, de cette mauvaise image de soi-même. Et c'est vrai que ça prend du temps, et ça paraît toujours trop long quand on va pas bien et quand on souffre. Mais en même temps, je crois que c'est jamais trop long si c'est pour aller mieux. Et puis après tout, si ça n'avançait plus avec cette psy, vous avez très bien fait de changer. Depuis combien de temps vous voyez ce psychiatre? Depuis 6 mois. Oui, avec lui, vous avez le sentiment que c'est mieux? Déjà, alors c'est peut-être le phénomène du transfert, que ça soit un homme alors que la psychologue que je voyais était une femme. Oui. Puis parce que j'ai une, au niveau du fait d'avoir été désiré comme une fille et d'avoir cette identité un peu perturbée, je n'ai aucune connotation, aucune envie homosexuelle ni quoi, mais arrivé à un moment, je me posais des questions de dire est-ce que d'avoir été désiré en tant que fille et en fin de compte, parce que je suis dans un contexte ou dans une petite ville où c'est pas facile de trouver aussi des professionnels de ce domaine-là, le choix est assez limité. Et de partir avec un homme, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus confiant qu'avec une femme, quoi. Sachant qu'en plus, j'ai vis-à-vis de... Ça a beaucoup posé de problèmes avec mon épouse, c'est que j'avais beaucoup envie d'être des copines de ma femme, quoi. Du coup, c'était mon côté féminin qui a lourdement pesé sur notre relation, quoi. Et de la peur des femmes. Donc d'être avec un thérapeute masculin, je pense que ça, c'est un plus. Je pense, oui, par rapport à votre identité d'homme, votre identité masculine. Oui. Non, mais là, c'est... En tout cas, il y a quelques réactions qui arrivent pour conclure. Il y a David aussi, qui dit votre femme n'est pas psy, elle vous a dévalorisé, mais surtout ne vous réfugiez pas sur le net, vous n'y trouverez pas de solution. C'est à travers ce travail que vous allez reprendre confiance en vous. Et puis Michel qui dit le mal de vivre n'est pas une maladie honteuse, et ça se soigne, ça se traite avec un spécialiste.
Et puis Ava dit être au moins quelqu'un pour qui existe une étiquette, rassurer sans doute François, comme cela ça lui rendrait une identité, une personnalité reconnue. C'est aussi ça, mais dites-vous que vous avez une identité, une personnalité au-delà de cette étiquette qui serait forcément réductrice. Donc, et c'est pour ça, au fond, que le psychiatre ne vous répond pas, parce que votre personnalité est forcément bien plus complexe que cela. Voyez. Oui. Donc c'est ce qu'il faut vous dire, et qu'avec lui vous allez explorer cette multitude de facettes. Voilà. Donc c'est surtout ça qui compte. Ouais. Donc belle aventure dans cette. Oui, c'est une belle aventure intérieure, vous savez ça. Ça peut pas être pire que ce que c'était. Sa différence de l'amour, c'est que c'est moi qui hier et puis demain plus. Quoi, je veux dire, je suis prêt à aller en avant et ne pas tourner en rond, mais des fois c'est un peu c'est difficile, quoi. Je sais parfois. Ouais. Ouais. Merci. Écoutez, en tout cas de votre appel. C'est moi qui vous remercie. Au revoir François. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Basini, I Wonder. Alors Coco m'envoie un petit message au 7 21 21 code nuit qui me dit: j'ignorais qu'on pouvait apprendre des choses en écoutant les délires d'une personne. Oui, en thérapie, évidemment. On peut le délire a souvent un sens caché évidemment, mais il dit quelque chose de l'histoire de la personne. Il y a plusieurs formes de délire, mais bien sûr que c'est intéressant et qu'il y a des délires souvent extrêmement riches, extrêmement imaginatifs. Alors c'est marrant, avant que je lise votre message, le subversif doit avoir des dons un peu de médium, puisque il envoie un message en disant non, Georges n'est pas un vieux garçon atteint de folie des grandeurs qui s'invente un trône que personne ne voit. Non, Georges est vraiment le roi des nuits blanches. Mais oui, c'est notre roi Georges. Je peux vous dire en tout cas que ce soir, il ne se laisse pas plus que les autres soirs d'ailleurs, il ne se laisse pas aller à la mélancolie, notre majesté Georges, parce que j'ai reçu un petit SMS en début d'émission me disant: si ce soir vous ne recevez plus mes SMS, c'est que je me serai endormie, parce que avec le beau-frère ce soir, on a fait une cure de Meursault. Et c'était en tout début d'émission, à 23h, et je peux vous dire que depuis, je n'ai reçu aucun SMS. Donc, la cure de Meursault, plus la chaleur, je crois que notre bon roi Georges s'est assoupi. Allez, on va lui souhaiter une très belle nuit, et on va accueillir maintenant Néjoud. Bonsoir Néjoud. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je suis ravie de vous parler, ça faisait un petit moment. Et oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, comment allez-vous ? Écoutez, je vous appelle ce soir parce que j'ai un petit coup de blues. Je suis fiancée depuis 2 mois. Oui. Donc, sans date précise de mariage, puisque pour moi et pour mon fiancé, ce sera un remariage. Donc, on essaie de faire les choses avec délicatesse, parce que c'est pas toujours évident de pas se mettre la pression. Surtout pour une deuxième fois. Et ça fait 2 jours que mon fiancé, ça fait 3 semaines on va dire, qu'il me dit qu'il est très fatigué, qu'il n'en peut plus, qu'il est à bout de tout. Et je vois bien j'ai bien vu que physiquement ça tirait un peu. Et là, depuis 2 jours, il me demande un peu de recul. Alors, c'est pas une séance radio, c'est pas du tout. Oui. J'ai quand même des petits messages pour me dire un peu ce qu'il fait, sachant qu'il est à 1000 km de moi pour l'instant. À 1000 km pour l'instant, ou ça a toujours été comme ça, c'est-à-dire c'est son travail, oui, ça a toujours été comme ça, mais il va demander sa mutation. D'accord. Voilà, pour me rejoindre. Donc, en fait, je suis un peu tiraillée par l'envie
évidemment de veiller à son bien-être, hein, et de le laisser respirer, entre guillemets. Et de l'autre côté, il y a aussi moi. Moi et ma peur affreuse et incontrôlable de l'abandon. Et le spectre de mon premier échec. Parce que mon ex-mari avait commencé à se sentir très très mal aussi. Il a demandé à respirer, je n'ai pas su, je n'ai pas pu, et il a fini par partir. Donc voilà. Oui, donc ça vous plonge vraiment dans l'angoisse. Dans une angoisse profonde, d'autant plus que ma fille a eu la bonne idée de partir en vacances. Et oui, c'est la période là. Et puis moi, je suis aussi en vacances, donc je suis désœuvrée. Oui. Et mon fils est parti en vacances avec son père, donc je turbine. Oui, c'est une période souvent compliquée. Elle est partie quand, votre psy, récemment là? Elle va revenir quand? Au moment où elle va revenir, moi je serai partie rejoindre mon fiancé. Enfin, si d'ici là il n'a pas rompu. Donc ça va être non, pas forcément. Ça va être un petit peu long pour vous. Mais bon, donc quand vous dites fiancé, c'est officiellement, hein, c'est-à-dire que c'était une demande en mariage. Absolument, avec la bague, tout. Mm-hmm. Voilà. Nos enfants, enfin voilà, avec les enfants, les ex aussi, enfin les parents, voilà. Vous avez rencontré sa famille. Voilà. Tout le monde est au courant. Bon. Oui. Bon, écoutez, ça peut être. Ça peut être. Vous dites vous-même que vous l'avez senti extrêmement fatigué depuis 2 mois. Non, oui. Non, vous êtes fiancés depuis 2 mois. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Vous avez mis le haut-parleur, là j'entends un retour. Ah non, pas du tout. Non, j'entendais un son en retour. Vous l'avez senti extrêmement fatigué. Pourquoi depuis 2 jours? De toute façon, c'est curieux qu'il vous demande une distance, puisqu'il y a déjà 1000 kilomètres de distance. Comment il exprime cette distance? Il ne se sent pas à la hauteur de la charge affective qui caractérise nos échanges. Mais c'est-à-dire parce que vous vous appelez très souvent? Tout le temps, oui. Tout le temps. Est-ce que depuis aussi, parce que vous dites votre fils est parti, vous ne travaillez plus, vous êtes désœuvré un peu là. Est-ce que du coup vous-même vous n'êtes pas plus en attente et peut-être un peu plus envahissante dans vos messages? Est-ce que lui, voyez? Non, non. Non, je suis la même, simplement. Il y a 2 paramètres à prendre en compte. C'est qu'en ce moment, il travaille 20 heures sur 24. Ce qui est absolument imminent. Ah oui, ça, c'est pas étonnant aussi qu'il... Non, c'est horrible. Hein, c'est vraiment horrible. Et puis, son père vient de se faire opérer. C'est assez grave. Voilà. Oui, donc, c'est pas étonnant dans ces cas-là qu'il craque, cet homme. Oui, mais moi, je me dis quand même, quand on craque, on a tendance, enfin moi en tout cas, j'ai tendance à me rapprocher de ceux qui comptent pour moi et de me réfugier justement auprès d'eux. Et c'est très étrange pour moi d'accepter une distance. Oui, mais vous êtes à 1000 kilomètres, c'est compliqué aussi. Vous seriez présente, ça serait peut-être différent. Tout à fait. Il pourrait peut-être, à ce moment-là, vous parler, mais là, vous n'êtes pas auprès de lui. Ça joue aussi quand même, hein. Oui. Parler au téléphone, déjà il a pas beaucoup de temps, et à la limite le temps qu'il a, ça va être pour dormir et pas pour le passer au téléphone ou envoyer des mails ou. Tout à fait. Vous voyez, le peu de temps qu'il a, c'est certainement pour récupérer physiquement. Oui, puis en plus... Pour aller voir son père. Non, mais en plus, il a des insomnies, hein, donc... Moi, je pense qu'il faut un peu vous apaiser, hein. C'est parce que pourquoi l'histoire se rejouerait-elle? Alors, c'est vos peurs, vos peurs et, comme vous dites, cette peur incontrôlable de l'abandon. Mais vous le connaissez depuis longtemps, cet homme? Oui. Je l'ai connu, il était marié. D'accord. Et il s'est séparé récemment? Quelques mois, oui. C'est récent, sa séparation? Ah oui, mais c'est pas de... Oui, mais c'est pas de son fait, en fait. Hein. C'est sa femme qui l'a quitté? Oui, qui a rencontré quelqu'un et qui l'a quitté. Oui. Ah, oui, c'est un peu différent, ça, hein?
De lui-même, il ne serait pas parti. Non, parce que il est un peu rétro, hein, donc il se dit un mariage, même si ça ne fonctionne pas, il faut qu'il reste. Hein. Donc pour lui, ça lui venait pas l'idée de partir en fait. Et pourquoi ces fiançailles aussi vite, enfin cette demande en mariage aussi vite? Parce que c'est curieux venant de se séparer. J'ai pas été soupçonneuse. Non. Il s'agit pas de soupçon. Je pose une question. C'est pas de façon soupçonneuse, mais c'est curieux. Enfin, en général, comment une séparation. Pourquoi vous parlez d'ailleurs de. Vous dites ça, vous l'envisagez sous le terme du soupçon? Parce que ça pourrait être, je sais pas, un peu trop vite. L'idée m'a effleurée, je l'avoue, mais j'ai confiance en lui. En fait, je me dis non quand même. Ça m'a effleuré l'esprit en me disant parce que moi, ça fait 4 ans que je suis divorcée, donc. Oui, vous avez eu davantage le temps, en 4 ans, évidemment, d'élaborer cette séparation, d'en faire le deuil. Mais là, ça s'enchaîne, je trouve. Bon, pourquoi pas, hein, ça veut pas dire, c'est pas... Mais séparation et tout de suite, hop, il part dans une... Il vous connaissait, hein, mais vous aviez une relation. Il repart parce qu'en fait, c'est un mariage qui ne fonctionne plus depuis très très longtemps. Oui, d'accord. Il n'y avait jamais eu de cachotterie entre eux, oui. Donc chacun avait sa vie, voilà. Donc d'un point de vue affectif, c'était pas le drame, voilà. C'était... La séparation, finalement, c'est juste une conséquence relativement logique. Il n'y a pas eu de drame comme pour moi, où ça a été vraiment la séparation affective. Voilà. Alors, il y a le subversif, évidemment, qui est là, qui dit « Mais qu'est devenu le pasteur Bata, vos oubliettes du donjon de vos amours ?» Ah, mais quand savez-vous, ce n'est pas lui. Bon, on ne dira rien, alors. Mais bon, écoutez, je crois, c'est très récent ce recul. Je pense que comme vous êtes assez angoissé et vous avez vous-même un coup de blues, mais si là ce rythme-là, que son père ne va pas bien, voyez, je crois qu'il faut l'entendre et ne pas trop vous en formaliser. Alors une question. Vous apaiser. Oui, on doit partir. Je dois le rejoindre dans pas longtemps, le 20 juillet. Et je me suis dit, je vais prendre le téléphone, je vais lui demander est-ce que je dois annuler mon billet. Donc ma mère m'a dit, surtout ne fais pas ça. Il va le prendre pour un ultimatum et c'est assez violent pour un homme qui va mal. Oui, je suis assez d'accord avec elle. Je lui ai dit, non, il faudrait quand même que je sache ce que je vais faire. Et, mais pourquoi annuler ? Parce que j'ai l'impression que c'est une rupture qui se profile. Vous le ressentez comme ça? Mais est-ce que c'est pas votre peur qui vous... c'est sûr que ça joue. De toute façon, ça j'en suis bien consciente. Mais pas suffisamment consciente et lucide pour savoir à quel pourcentage est-ce que ma peur de l'abandon est en train d'anticiper. Oui, mais votre peur de l'abandon ne fait-elle pas en sorte de le précipiter? Ça c'est vrai. Parce que finalement, c'est souvent ça, hein, quand on a peur de l'abandon, c'est qu'on précipite et qu'on va, on y va droit devant. Enfin, on provoque ces situations-là. Oui, on va se faire mal, hein, on va se faire mal, parce que là, c'est très excessif votre réaction d'aller annuler votre billet. Vous avez un homme qui vous dit, bon, il travaille 20 heures sur 24, je sais pas ce qu'il fait, j'espère que ça va pas durer. Comment? Non, mais ne le dites pas. Non, mais je vous demande pas, mais j'espère que ça va pas durer pour lui, parce que, d'ailleurs, votre vie de couple, elle sera pas folichonne, hein, s'il travaille comme ça. Oui, ça, j'en suis bien consciente. Enfin, j'espère pour vous, pour votre vie de couple, si vous avez un homme qui travaille 20 heures sur 24, ce sera pas très sympa, hein. Il y aura des périodes où ce sera comme ça. Bon, si c'est des périodes, ça va. Mais si c'est tout le temps... Et il a son père qui a de graves problèmes de santé. Bon, écoutez, il vit quelque chose là de difficile en ce moment. Il est fatigué. Ça peut se respecter. Ce qu'on peut entendre, c'est que ce n'est pas contre vous qu'il fait ça. Oui.
Ce n'est pas contre vous. Oui. Hein? Donc voilà. Donc vous, finalement, vous êtes tellement angoissé, ça réveille tellement de choses que vous allez pouvoir travailler. Et si votre psy était présente, vous pourriez vous apaiser, en parler. Ça temporiserait certainement. Bon, malheureusement, elle est pas là, mais elle va revenir. Bon, là, vous cogitez, vous avez malheureusement du temps pour ça. Et finalement, là, c'est la réaction, c'est je n'y vais plus. Et en fait, c'est à vous que vous feriez du mal. Et puis lui pourrait le prendre comme effectivement elle me fait payer quoi. Oui. Je suis d'accord avec votre mère, ça fait un peu ultimatum, voilà, elle s'éloigne. Bon, puisque c'est comme ça, hein, ça fait la femme qui vraiment manque totalement de compréhension, je trouve, pour le coup. Oui. Hein? Oui, donc c'est ce que dit. J'entends des messages qui disent il a peut-être juste un peu peur. Alors avant de s'engager, mais ne le harcelez pas, redonnez-lui confiance. Je pense que ça va au-delà. En plus de la peur, il y a quand même ce contexte. Il y a aussi Rom qui dit vous dites qu'il est fatigué, surbooké, laissez-le se ressourcer. Et surtout, cassez ce cycle. Il n'y a jamais de fatalité. Puis il y a Prune qui dit apaisez-vous. Voilà, essayez de voir un peu de sortir, voir des amis en ce moment. Il n'y a pas de fatalité, je suis d'accord avec ça. Pourquoi ça se reproduirait? Hein, y a pas... Cette peur, elle est en vous. Ça ne veut pas dire forcément qu'il y a quelque chose qui... Oui. Voilà, il faut un peu vous apaiser par rapport à ça. D'accord. Pour le coup, là, vous voyez, les mamans ne sont pas toujours bonnes conseillères, mais là, je suis d'accord avec votre maman. Je n'étais pas d'accord avec elle. Ouais. C'est très difficile pour moi de ne pas le pousser. Je me retiens de ne pas lui envoyer des messages dans le genre si tu veux rompre, te formaliser. Oh là 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 là, surtout pas, oui. Nejouna, vous avez bien fait d'appeler avant, surtout pas. Oui, parce que ça, vous êtes dans une logique, vous avez tellement peur de la rupture que vous êtes en quelque sorte en train de la provoquer. Enfin, de vouloir la provoquer. Hein, c'est-à-dire qu'au fond, vous, face à une situation qui vous échappe, vous cherchez à reprendre le contrôle. Mais à quel prix pour vous? Vous feriez beaucoup de mal. Oui. Donc surtout non, retenez-vous. Et vous avez bien fait d'appeler. Et au besoin, je vous dis non, apaisez-vous. D'accord. Il y a Georges, il est toujours debout, Georges, voyez. Il envoie même un message pour vous. Il dit, mais que Nejoud se rassure. Moi aussi, je travaille 22 heures sur 24. Et vous savez, les 2 heures qui restent, c'est pour qui? Hein, c'est pour qui? Ben oui, il me dit, c'est pas une vie, Caroline. Les 2 heures qui restent, c'est pour nous, Nejoud. C'est pour l'émission. Ben oui, mais un roi, ça a la responsabilité. Hein. Mais, vous êtes dur, Nejoud. Mais en même temps, il est très proche de ces sujets, Georges, c'est vrai. Allez, je vous embrasse, Nejoud. Merci, je vous embrasse aussi. Au revoir. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Ça sent bon l'été, hein, ces jingles, l'huile solaire, les corps bronzés, dorés, les massages. Non, Fifi, non, il ne faut pas rêver. Il n'y a personne qui va te masser. Et puis, il y a Théo en régie. Alors bon, Théo qui est tout barbu, tout de suite, ça le fait moins rêver, Fifi. Il n'est pas au Brésil, là. Hein. Allez, on va accueillir Frédéric. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Frédéric. Pardon, excusez-moi, je tousse. Je vous en prie. Non, en fait, j'appelais, ça fait un moment que régulièrement j'écoute votre émission, vu que j'ai une drôle de vie depuis 4 ans, hein, et je m'aperçois que ça s'éternise. Oui, pourquoi dites-vous ça? Qu'est-ce qu'elle a, votre vie? En fait, ce qui s'est passé, donc j'étais marié, hein, donc j'ai deux enfants, là. Oui. Et puis, là, à l'heure actuelle, je suis en instance de divorce. Oui. Donc c'est un long cheminement pour en arriver là, qui a duré 4 ans. Et donc je suis un peu désespéré. Enfin, c'est pas désespéré parce que je m'aperçois que rien n'avance. Comment expliquer? Je suis un peu troublé de vous avoir au téléphone aussi. Non, mais ça, s'il n'y a que ça qui vous trouble, ça va aller, Frédéric. Je suis un peu timide. C'est vrai oui. que...
finalement, vous avez dû, je vais peut-être un peu vous aider, je vois, Oui. vous avez dû quitter, donc, en fait, votre maison, vos enfants, Voilà, oui, tout à et, fait. et en fait, vous vouliez dire que vous en aviez ras-le-bol, hein, ce sont vos mots, Oui, voilà, oui, tout à fait. qu'on dise que seules les femmes sont victimes de violences conjugales parce que Voilà. dans Voilà. votre couple, il y a eu de la violence et vous avez été victime de violence. Voilà, oui, tout à fait. Devant mes enfants. Oui. Oui, le dénigrement complet. Et puis le souci, voilà, c'est que je m'aperçois, indirectement, ça dure encore là, parce que depuis que ça fait 1 an que j'ai quitté la maison. Parce que justement, pendant 4 ans, j'ai passé 4 ans à dormir dans un canapé, pour vous donner une idée. Hein, puis j'aurais plein d'histoires à raconter là-dessus, qui ont duré pendant 4 ans. Donc au bout d'un moment, j'ai fini par en avoir marre, j'ai quitté la maison. Là maintenant, j'en suis régulièrement au commissariat de la ville où j'habite, et ils en ont ras-le-bol de me voir aller faire des mains courantes. Vous faites des mains courantes par rapport à quoi là? Parce que elle ne vous présente pas les enfants. Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est par rapport aux enfants. Moi, ce qui se passe, c'est par rapport à mes filles, quoi. Elles ont quel âge, vos filles? 10 ans et 13 ans. Mm. Et pour vous donner une idée de la mentalité de la personne que j'ai en face de moi, elle limite le respect qu'elle a vis-à-vis d'elle. Hein, c'est qu'elle m'a sorti, même mon futur ex-beau-père m'a sorti que j'avais fait des enfants à sa fille pour l'argent, quoi. Donc déjà, ça vous donne Oui. un Mais niveau, ça, c'était au moment où vous étiez en pleine séparation qu'il a tenu ses oui, propos. au moment où j'ai quitté c'est ça. la maison, un jour, elle est venue me faire la morale. Oui. Sa fille avait mis je sais plus ce qui s'était passé. Ça va une fois de plus au cours d'une soirée, dégénérée pour une raison X ou Y futile. Mm. Et donc une de mes filles s'était plainte comme quoi il y avait eu il y avait eu du sport à la maison. Mais quand vous dites du sport, c'est-à-dire elle était violente en parole, elle était violente physiquement. En parole, en geste, physiquement, en geste, en parole. Et vous, donc, vous ne vouliez pas réagir, c'est-à-dire que vous répondiez, je répondais verbalement, oui. mais physiquement, j'ai jamais répondu. Je n'ai jamais fait que me protéger, quoi. Donc, Oui. par exemple, pour vous donner une idée, je suis myope, et par mon métier, un peu bricoleur, donc j'ai dû réparer ma paire de lunettes 5 ou 6 fois, quoi. J'ai un téléphone portable qui a fait une chute de 4 mètres parce que madame n'arrivait pas à le faire fonctionner à son goût, etc. Ou du style, je me suis pris une gifle dans la voiture pour un départ, pour des vacances, justement. Qu'est-ce qui déclenchait, ces crises de violence chez elle? Pour un oui ou pour un non, puis ça continue encore, justement, quand j'ai les échos de mes enfants. Ça continue encore. Rien de spécial, il suffisait que... pour vous donner une idée, là où ça a été l'apothéose et ça a été le déclic, et c'est pour ça que j'ai dit, ça peut plus durer comme ça, c'est que un soir, j'étais avec une de mes filles que j'étais allé récupérer après le travail, parce que madame... j'ai toujours mis un point d'honneur à récupérer mes gosses en sortant du travail, à m'occuper de mes enfants, quoi. C'est mes enfants. Et donc un soir, j'étais avec une de mes filles et j'ai une de mes... je sais qu'elle n'aime pas les brocolis. Et puis elle me réclamait de mettre la télé, donc j'ai négocié avec elle. Je dis je fais des brocolis pour faire plaisir à ta mère. Et puis tu auras peut-être le droit d'allumer la télé si tu acceptes. Donc ce qu'elle a fait. Donc moi j'ai fait la popote. La popote du soir, comme on dit. Et quand elle est arrivée du travail vers les 20h, 19h30, 20h, elle a vu des brocolis. Ta fille elle n'aime pas les brocolis. Donc les brocolis ont valsé. Et puis elle a été mettre la télé par terre parce que ma fille était devant la télé. La télé, pourquoi elle a allumé Bon, on va éteindre la télé le temps des infos, si vous le voulez bien, Frédéric, et on va reprendre notre échange. Oui. Donc surtout ne raccrochez pas.
La nuit continue sur Europe 1. Il fait encore très chaud. Vous avez peut-être du mal à trouver le sommeil. Alors nous sommes ensemble encore jusqu'à 1h. Si vous nous rejoignez maintenant, sachez que nous avons retrouvé nos horaires habituels, 23h, 1h, et ce sera pendant tout l'été. Soyez les bienvenus au 39 21. Vous pouvez également nous envoyer vos messages au 7 21 21. Code nuit. Les mails marchent. J'ai reçu un petit message me disant que ça ne passait pas. Si, vous allez sur www.europe1.fr, après se connecter et vous cliquez sur Caroline Dublanc. J'ai reçu un mail d'Harmonie pour Nejoud qui avait un coup de blues ce soir parce que son fiancé lui disait qu'il éprouvait le besoin de prendre un petit peu de recul. Alors Harmonie qu'on a plaisir à retrouver parmi nous, qui nous envoie souvent comme ça des petits courriels. Et là, elle dit parfois, il se peut que l'engagement fasse peur, mais il se peut aussi qu'il se recentre sur lui-même. Vous dites qu'il est fatigué et aussi que vous souffrez de la peur de l'abandon. Cela semble être suffisant déjà pour vous déstabiliser. Pourquoi ne pas le laisser reprendre un peu de force et laisser voir venir? Votre angoisse peut aussi s'apaiser et vous aurez peut-être un autre regard sur la situation. Allez, Nejoud, ne doutez pas et ne faites pas trop de projections. Je vous embrasse, dit Harmonie. On va retrouver Frédéric. Alors Frédéric, vous, depuis 4 ans, vous êtes dans une situation compliquée. Vous êtes en instance de divorce et vous voulez pousser un coup de gueule ce soir parce que vous dites on parle peu au fond des hommes qui sont victimes de violences conjugales et pourtant ça existe. Et vous avez votre ex-femme était violente en parole, mais aussi en gestes. Voilà, oui, Et au fond, c'était pas vraiment reconnu. Est-ce que vous avez cherché à le faire reconnaître au moment où, là, pendant maintenant que vous divorcez, mais auparavant, vous n'avez jamais porté plainte lorsque vous étiez ensemble? Bah non, en fait, Oui. non, parce que vis-à-vis de mes enfants, alors des fois j'arrivais... c'est en fait ce qui m'a toujours bloqué pendant 4 ans. Mhm. Ce qui m'a toujours bloqué, c'est vis-à-vis Oui. de mes filles, quoi. Oui. Et donc, je trouvais des excuses. Des fois, j'arrivais au travail avec des grosses marques sur le visage et tout. Et puis, je dis à mon employeur, le chien, il s'est sauvé à travers la haie. Il a fallu que je lui cours après. Je me suis pris, ou alors, enfin bon, voilà, ou en bricolant, j'ai fait ceci. Et j'ai pris ça sur la tête. Enfin. Des C'est choses peut-être comme ça. encore plus tabou pour un homme de dire au fond qu'on est battu. Enfin, Voilà, oui, tout à fait. Ouais. Déjà, faut accepter ça vis-à-vis vis-à-vis de soi-même, quoi. L'accepter vis-à-vis, enfin, bon, les enfants ont été témoins de ça, donc ils l'ont assimilé. D'ailleurs, le déclic, ça a été, c'est qu'un jour de ma fille aînée, vu que je l'amenais tous les matins à l'école, là, au collège, elle m'a sorti un coup et ça a été aussi un déclic, là aussi. Elle m'a dit, écoute papa, il faudrait peut-être que tu arrêtes de te mentir, quoi. Parce qu'en fait, à force de subir tout ça, cette violence, qu'elle soit physique, verbale, se faire traiter, combien de fois j'ai dit, d'ailleurs, se faire traiter entre guillemets comme un chien, quoi, finalement. Parce que ma vie, c'était d'aller aller travailler, aller chercher mes gosses, faire à manger, et comme j'ai dit avant que je quitte la maison, quoi, à part le repassage, c'est tout ce qui me restait à faire, et pendant ce temps-là, en gros, le monde à l'envers, quoi. C'est madame qui allait faire sa 3e mi-temps, quoi.
savez, l'expression. Oui, tout à fait. Et finalement, votre fille, oui, vous a aidé parce que elle voulait vous voir réagir. Oui, voilà. Ouais, Elle ne supportait plus, au fond, de vous voir parce que moi, passif dans cette situation. Dans un schéma, vis-à-vis de tout ça. En plus, bon, j'avais beau en parler à mes beaux-parents. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, je suis dans une ville en province, quoi, et je suis pas originaire de cette région, quoi. Mm-hmm. Donc, par mes origines, enfin, mes parents, ma famille propre à moi, oui. Ils sont, par rapport à là où je me trouve aujourd'hui, ils sont éloignés. 1000 kilomètres, quoi, voilà. Oui. Vos parents, donc, vous ne leur en parliez pas? Ah, si, mais eux, comment vous expliquer, eux, ils ont une autre démarche, c'est que c'est une autre philosophie, c'est que, enfin, ils se permettent pas j'ai 3 frères derrière moi. Oui. Ils se permettent pas d'intervenir dans la vie de couple. Ils vont s'occuper des enfants, on va faire des repas de famille, tout ça. Bon, après tout, c'est vrai que les parents n'ont pas à intervenir dans la vie de couple, puisque on est adulte, les enfants sont adultes et n'ont pas à se mêler. Mais là, il y avait une détresse chez vous. Et à partir du moment où il y a quand même une violence et où apparemment vous vous confiez à eux, c'est-à-dire de dire au moins que quand il y a un tel passage à l'acte, de dire qu'ils ne pouvaient pas, eux, vous aider en ce sens, prendre en charge, mais au moins vous conseillez d'aller en parler, de vous diriger vers des associations, d'aller faire une démarche, de ne pas rester dans une telle situation et de trouver des gens qui pouvaient vous aider. Oui, tout à fait. Ça a été long. Enfin, la démarche, déjà, c'était de faire en parler, c'est-à-dire de fait... déjà mes beaux-parents, vu qu'ils étaient à proximité. Mais oui, mais vos beaux-parents, c'était leur fille. Voilà, mais en me disant peut-être que, justement, en me disant, peut-être que ils vont dire à leur fille, allez, Oui, mais si leur fille a un tel comportement, c'est certainement le fruit aussi d'une histoire quand même l'éducation, oui, je m'aperçois avec le recul, là, maintenant, plus le temps passe. Pourquoi a-t-elle un tel comportement? Pourquoi, enfin, dans la relation à l'homme, c'est quand même très particulier. Voilà, oui, tout à fait, oui. Et quand je vois avec le recul le comportement, par exemple, de mon beau-père vis-à-vis de ma belle-mère, ou même dans la famille en général, comment les choses se passent, parce que oui, il y a dû avoir quelque chose, mais quoi, je ne sais pas. Comment est votre beau-père avec votre belle-mère? Déjà, dès qu'il a une possibilité de fuir, oui, il la prend. Il l'apprend, voilà. Oui. Donc maintenant, vu l'âge qu'il a, c'est du style... Oui, donc c'est quand même la belle-mère un peu qui porte la culotte, et lui, la solution qu'il a trouvée, c'est de prendre la fuite. Voilà, qui est une solution comme une autre, après tout. Voilà, à un moment donné, c'est dans le travail, maintenant qu'il est à la retraite, il va tailler à gauche et à droite, enfin, bon, voilà. Les femmes sont puissantes dans cette famille, pour ne pas dire... Oui, voilà, oui. Et... donc par rapport à mes filles, par rapport, vous êtes en instance de divorce, par rapport à vos filles, vous dites que ça continue, c'est-à-dire est-ce qu'elle a des accès comme ça de colère ou de violence avec les enfants? Ah oui, tout à fait, oui. Oui, parce que là, encore hier soir, j'ai discuté avec ma deuxième fille, la petite, entre guillemets la petite. Celle qui a 10 ans. Celle qui a 10 ans, voilà, elle me disait, elles se sont fait reprocher par leur mère, disputées par leur mère, parce que une fois après avoir mangé donc chez les beaux-parents, un soir, leur mère en rentrant donc à la maison, vu pour le moment elle est toujours dans la maison, parce qu'au milieu de tout ça il y a une maison, c'est triste, mais bon, il y a ça qui est en jeu aussi. Et donc ma fille en rentrant, mes filles elles se sont fait disputer parce qu'elle s'est aperçue qu'elle avait oublié son portable donc chez ses parents, son téléphone portable chez ses parents, et elle s'en est pris à mes filles. Donc d'après ce que me disait la petite là, c'était pas le cas, quoi. Elles avaient mangé, elles allaient se mettre devant la télé tranquille, elles avaient embêté apparemment personne, quoi. Comment ça se passe? C'est-à-dire qu'actuellement, donc, elle a la garde des enfants. Oui, tout à fait, oui. Que souhaite... vous avez un avocat, vous? Oui, tout à fait, oui. Comment vous envisagez la suite? C'est-à-dire, que souhaitez-vous, que souhaitent vos filles?
moi, personnellement, ce que je souhaite, c'est mes enfants. Et le problème, c'est que je m'aperçois... Vous souhaitez la garde de vos filles? Ah oui, quand je vois l'environnement, la façon Oui. dont on veut les faire vivre... D'accord. Et vos filles, vous en avez parlé avec elles, puisque bon, elles sont j'en parle suffisamment avec elles, grandes. mais le problème, c'est qu'elles sont... voilà, elles sont entre deux, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus de... que les choses soient je claires. Il n'y a pas, il ne s'agit pas, de toute façon... Bon, dans la mesure où les parents se séparent, les enfants, c'est comme ça, malheureusement, doivent vivre. Les parents ne vivant pas sous. Le souci qu'il y a, c'est qu'elle commence à assimiler en fait la séparation. Oui, mais les parents ne vivant plus sous le même toit, les enfants, à un moment, doivent intégrer le fait que ils vont devoir choisir de vivre plus de temps avec l'un ou l'autre. Ça ne veut pas dire rejeter l'autre parent. Il ne s'agit pas de dénigrer l'autre parent. Hein, à partir du moment où l'autre parent n'est pas aussi, malveillant, toxique ou maltraitant. Bon, ce que vous dites, c'est des choses où c'est quand même, ça relève pas d'une maltraitance, puisque elle était beaucoup plus, elle était dans la violence avec vous, mais vis-à-vis de ses filles, elle distribue plus facilement les gifles que moi à mes enfants. Hein. Moi, quand je mets une gifle à mes enfants, c'est que ça fait un moment que je les préviens, voire ça fait 6 mois que je leur dis, par exemple, tu arrêtes de faire ceci, tu arrêtes de faire ça. Alors, on est d'accord que il est évident que c'est pas, en termes pédagogiques, on va pas dire que c'est une bonne chose de distribuer des gifles. Voilà. Pour autant, ça ne veut pas dire que votre femme est maltraitante. Bon, comme j'ai vu comme ça. Alors, je crois que la difficulté, c'est de faire la part des choses entre ce qui relève de votre situation maritale et de votre situation parentale. C'est compliqué parce que je comprends que vous en vouliez beaucoup et que vous en ayez vraiment qu'il y ait de gros ressentiments. Maintenant, non, mais à l'égard de votre femme. Non, mais oui, justement. Non, mais moi, ce que j'essaye de comprendre, Frédéric, c'est que pour les enfants, c'est-à-dire de faire en sorte que ça se passe au mieux. C'est-à-dire que pour vous, est-ce que vous êtes déjà accompagné? Est-ce que vous avez, vous, un soutien psychologique? Est-ce que vous avez... Non, pour tout vous dire, à un moment donné, je suis allé voir un psy pendant 3 mois, là. Et le psy, la chose qu'il a trouvé à me dire, c'est, monsieur, vous êtes fatigué. Voilà. Fatigué dans le sens fatigué, usé. Voilà. Vous êtes fatigué, usé. Je vais expliquer. Je peux pas tout vous raconter parce qu'on peut faire jusqu'à X heures. Donc je vais raconter ce que j'ai raconté à mes beaux-parents, ce que j'ai raconté à mon médecin traitant parce qu'un jour je suis arrivé entre guillemets la tête en vrac, style qu'est-ce qui vous est arrivé, il m'est arrivé ça et ça et ça, donc là-dessus je suis allé voir un psy, parce que d'après madame c'était moi le dégénéré mental, donc je suis allé voir un psy. Le psy au bout de 3 mois il m'a dit qu'est-ce qu'on fait, vous avez vraiment envie de venir me voir parce que vous êtes usé, fatigué, mais dans le sens psychologique du terme, pas dans le sens physique en soi. C'est dans le sens psychologique du terme. Et apparemment, il n'avait pas l'air d'avoir trop de solutions. Oui, mais il n'y a pas de solution en même temps, Frédéric, à votre problème immédiate. Le problème de l'immédiateté, le problème c'est que... Quand il vous dit que vous êtes fatigué, oui. D'une certaine façon, oui. Et usé parce que ça use la violence. Ça use, et ça continue, parce que moi ce que je vois c'est que justement la situation que j'ai vécue pendant 4 ans et que je demande le divorce et que je m'aperçois finalement que à la limite j'ai un avocat parce que c'est pour vous dire, quand j'ai voulu le jour où ça m'a pris, je dis on arrête comme ça suffit. Je vais aller direct au tribunal en disant je veux divorcer. Et il y a les gens à l'accueil, ils m'ont dit monsieur, il vous faut un avocat. Ah bon, il faut un avocat. Bien sûr. Moi je pensais que on va au tribunal, on dit. Ah non, il faut que vous soyez bien représenté. Hein. Voilà. Bon, alors justement, Frédéric, parce qu'on peut pas non plus prendre toute l'émission là. Donc il faut, si vous voulez, il faut évidemment que vous soyez bien représenté. Votre avocat va aussi mettre en avant cette violence
à la fois morale, psychologique et physique, hein, que vous avez vécu au sein de votre couple. Et ça, c'est à prendre en compte. Et c'est vrai que vous seul, c'est compliqué. C'est pas, comment dire, c'est pas obligatoire d'avoir un avocat. Il y a des personnes qui peuvent défendre, se présenter seules. Ah non, c'est pas les gens intelligents, Frédéric. Il y a des gens qui décident seuls. C'est pas une question d'intelligence, mais c'est la justice, c'est tellement compliqué. Alors c'est vrai que il y a des termes tellement compliqués que la plupart des gens. On s'en sort. Non, pas du tout, Frédéric. Il y avait Pas du tout. Non, c'est pas une question de culture. C'est une question que c'est pour un vous donner une idée, mais vous êtes intelligent. Ce que je voulais vous dire, ce que je voulais dire par rapport à tout ça, c'est que donc comme je disais, c'est que je demande, c'est moi qui demande le divorce. Oui. J'ai eu droit à une enquête sociale parce que moi je veux normal. la garde alternée. Je demande pas la garde de mes enfants. Je veux pas enlever mes enfants à leur mère. Je demande simplement la garde alternée. C'est quelque chose qui est pas compliqué, hein. Et donc madame s'y oppose, donc résultat des courses. Résultat, ça a été enquêtrice sociale. Oui. Donc moi, demandeur, elle est soi-disant venue me voir en premier, et je m'aperçois que quand je lis le rapport de l'enquête sociale, c'est, à l'arrivée, ça se demandait. Même mon avocate m'a dit, quand on lit ça, monsieur, vous n'avez pas d'autres éléments à me fournir, quoi. Voilà. Bon, alors écoutez, après votre avocate aussi, avec ce rapport, c'est à elle aussi de faire en sorte de plaider, de faire en sorte de faire entendre votre situation. Hein, que j'avais à lui raconter, voilà, de faire entendre. Et puis les enfants peuvent aussi être entendus, bien entendu, sans qu'on leur demande de choisir entre vous et leur mère. Ce n'est pas de cela dont il est question. Un enfant n'a pas à choisir, mais vous avez raison de faire valoir cette possibilité qu'il y ait une garde alternée, parce qu'elles sont à un âge où il peut y avoir cette possibilité-là. Donc et en plus, c'est vous qui avez demandé cette enquête sociale, et le juge aux affaires familiales peut avoir un regard tout à fait différent, parce que vous allez être entendu aussi par le juge avec votre avocat. Donc vous serez à ce moment-là à même de vous exprimer. Ce qui est un peu compliqué, Frédéric, c'est qu'on vous sent très à vif, et c'est normal. Aujourd'hui, donc il faudra, oui, ça fait beaucoup, et c'est pour ça que je pense aussi que le fait quand même d'accepter de retourner voir quelqu'un dans un cabinet avec un psy, de pouvoir un peu poser les choses, et notamment avant de voir le juge aux affaires familiales, avant cette décision, vous permettra d'arriver un peu plus apaisé et de mettre un peu moins, de jeter tout en vrac. Là, ce soir, c'est pas grave, c'est la radio, vous avez besoin de parler, vous mettez comme ça, on parle, on est entre nous, tranquillement. Devant un juge aux affaires familiales, votre avocat est là pour vous représenter. Mais autant mettre tous les atouts de votre côté. C'est ce que je m'efforce de faire. Je suis quelqu'un de régulier, de droit. Mais ça s'entend. Je fais pas j'ai un sein non plus. Hein. Non, mais j'ai pas dit ça. Mais si vous voulez, parce que la violence, on n'en sort pas tout à fait indemne. Donc, c'est important ce que vous dit le psy n'était pas du tout malveillant. C'est vrai qu'il ne peut pas vous apporter une réponse dans l'immédiat, mais il a entendu que vous étiez très usé et fatigué. Bon, c'est un début. À partir de ça, il vous proposait une écoute et la possibilité de revenir. C'est vrai qu'il pouvait pas vous dire, monsieur, voilà, on va s'arranger, j'ai la solution, je vais faire en sorte que vos enfants. Lui, oui, qu'est-ce qu'il peut vous proposer si ce n'est dans un premier temps une écoute bienveillante et de l'empathie. C'est déjà pas si mal, vous savez. Il y en a pas tant dans ce monde. J'ai apprécié ces moments-là, justement. Enfin, oui. Mais en tout cas, je vous lis quelques messages pour. Je vous dis, vous prendre du genre un coup de pied de bon matin à 7h du matin parce que vous n'avez pas mis du sucre dans le fromage blanc à madame. Ouais. Alors, on va devoir conclure, parce que mais il y a Prune qui dit la violence de votre femme est inadmissible. Vous avez en tout cas bien réagi en partant.
Et puis donc il y a le subversif qui dit il y a toute une grosse partie de la troupe qui est à la traîne en matière d'appréhension de la victime masculine, mais il y a quand même bon nombre d'éclaireurs qui sont disposés. Donc, consultez l'un d'eux. Je vous assure qu'il y a des thérapeutes qui sont tout à fait à même d'entendre que des hommes sont victimes aussi de violences et que les femmes peuvent être tout à fait redoutables en ce domaine, que ça soit au niveau de la violence physique, mais aussi psychologique ou au niveau de la perversité notamment, hein, parce que effectivement les femmes ne sont pas les dernières en matière de perversité. Il y a quelqu'un qui dit, en tout cas vous m'avez tout l'air d'être un bon père, oubliez votre future ex-femme pour ne penser qu'à vos schtroumpfettes et puis voilà. Les bigorneaux. Vos bigorneaux. Bon, oui. Voilà. Bon courage, en tout cas, Frédéric. Je vous remercie de l'écoute que vous m'avez accordée. Et puis, merci. Voilà. Au revoir. Au revoir, Frédéric. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Faced, 1, 2, 3, 4. Même la musique respire les vacances. Allez, un petit... Tiens, Jack, ça fait plaisir. Jack de Brest, Jack de Bretagne est de retour parmi nous et il nous envoie plein de joie à toute l'équipe et à tous les auditeurs. Et on accueille maintenant Patricia. Ah non, avant je voulais juste dire, pardon, il y avait Nejoud qui disait j'embrasse Harmonie et Prune bien fort, décidément la parole est vraiment un baume à la douceur toujours inattendue. Bonsoir Patricia. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Voilà, je suis très contente de vous avoir. Mais moi aussi. De vous revoir parce que je vous ai déjà eu il y a quelques mois, il y a peut-être 1 an ou 2 ans. Oui. Voilà, moi je vous appelle, je suis devant un gros dilemme. Oui. En fait, je vais essayer de me résumer très vite, essayer d'être brève. Je suis divorcée, j'ai 56 ans, divorcée depuis quelques années, et en octobre 2006, j'ai rencontré quelqu'un. Oui. Ça se passait très bien. Après, on a décidé de se mettre ensemble. Et malheureusement, en août 2007, j'ai eu un malheur, j'ai perdu mon fils de 23 ans d'un accident de travail. Oui. Bon, ce monsieur a été vraiment mon soutien, enfin, beaucoup de choses. Et puis... Bon, au fil des mois, ça s'est un petit peu dégradé parce que j'ai eu beaucoup de mal à remonter quand même. Et lui, entre-temps, il a pris une société, enfin, il a monté sa société. Et au sein de la maison, j'avais quand même la secrétaire, son associé qui rentrait, qui sortait. Enfin, je me sentais plus chez moi. Donc, j'avais envie de partir. Alors, j'avais le choix, soit rester dans le village, le village, la petite ville où il était. Parce que je cite pas de nom de ville. Non. Et je pensais retourner dans le village où était enterré mon fils. Parce que c'était à 70 kilomètres. Oui. Ça me posait problème, donc un peu pour aller sur sa tombe quand j'en avais envie. Oui. Ce qui fait que j'ai eu un appartement et je suis partie. Bon, on a coupé un petit peu les liens, on a fait un break avec mon ami. Parce que lui, c'était avec son travail, il travaille, comme disait la dame tout à l'heure aussi, 20 heures sur 24. Et je m'aperçois, ça fait 6 mois que je suis ici, et je m'aperçois qu'en fin de compte, je ne remonte pas. Je m'aperçois que d'être ici, ça me fait plus de mal qu'autre chose, parce que ça me rappelle beaucoup de souvenirs, dont le divorce, dont l'enterrement, voilà. Et j'ajoute par la même occasion que j'ai ma petite fille qui habite donc le bâtiment à côté de chez moi. Ma petite fille d'un autre fils. D'accord. Voilà. Oui. Je pense que je suis assez claire. Oui, oui, très claire. D'accord. Et voilà, là, j'ai pris la décision que je pouvais plus rester ici. Bon, je me fais suivre par un psy. Et là, j'ai obtenu un appartement. Et maintenant, je me pose la question quand même. Est-ce que c'est bien de partir? Est-ce que ça va être bien pour moi? Et mais vous iriez où, au fond? C'est ça que je comprends pas. En fait, je retournerai d'où je viens. D'où je suis partie. Dans la même ville. Là où il y a mon ami, en fait. Là où il y a votre ami, hein. C'est voilà. Ça. Donc vous vous éloigneriez vous vous étiez rapproché donc là où repose votre fils. Voilà.
hein, et au fond, vous ne vous sentez pas bien, enfin, ça vous ramène en arrière à votre divorce, au décès. Voilà. Donc vous partiriez auprès de votre ami. Voilà. Enfin, Oui. pas auprès de lui, parce que je sais pas si on pourra reprendre quelque chose entre nous, parce qu'il y a quand même une petite cassure. Mais mon but, c'est pas vraiment celui-là, quoi. C'est parce que je me plaisais bien là-bas, j'étais bien. Oui, parce que ce n'est pas pour vous n'êtes plus avec cet homme. On se contacte, puisque normalement Oui. c'est lui qui me déménage, donc on a des Quand même, oui. Voilà, Oui. on a des bons contacts quand même. Mais en fait, je sais pas si c'est fini, si c'est pas fini. C'est-à-dire que lui, il est tellement pris par son travail qu'il est débordé. Qu'est-ce Comme qu'ils il dit, font ces hommes à travailler 20 heures sur 24? Ouais. Il a plus de temps à me consacrer, quoi. Donc. Alors, est-ce qu'il ne s'absorbe pas dans le travail aussi parce qu'au fond, à un moment, vous avez fait le choix de revenir aussi près du lieu où vous étiez? Peut-être qu'au fond, vous savez, chez les hommes, il y a aussi parfois le travail peut être un refuge. S'absorber dans le travail est une façon de compenser, d'oublier une vie. Bon, chez les femmes, mais chez les femmes moins. Parce qu'il y a d'autres garde-fous chez les femmes. Il y a souvent une vie... elles s'investissent plus dans la vie de couple, dans la vie avec les enfants en général. Les hommes, le travail peut véritablement être une façon de fuir une réalité de couple difficile, une vie familiale absente, enfin des problèmes même personnels. Et donc, le travail peut être véritablement un refuge, presque un anxiolytique. Il y a eu de ça aussi, parce que c'est vrai que comme compagne, j'étais pas agréable, quoi. Je pleurais souvent. Oui, mais en même temps, on ne pouvait pas vous en faire le reproche, Patricia. Perdre un enfant, c'est tellement épouvantable. C'est dur, quoi. Bon, il y a l'affaire qui est en cours en procès, et comme me dit le psychiatre, de toute façon, il me dit, vous n'avez pas fait le deuil. Et tant que vous n'aurez pas fait le deuil, vous n'irez pas mieux. Et malgré tout, même quand le procès sera passé, pour savoir ce qui s'est passé, il faut vous attendre aussi, parce que il y a 3 entreprises en cause, savoir qu'elles vont se défendre. Oui, donc vous allez entendre des choses qui ne seront peut-être pas agréables. Ça va être difficile, forcément. Ça va réveiller, puisque forcément, oui, il a raison, oui, et bien sûr, chacun va essayer pour malheureusement verser le moins d'indemnité possible. Enfin, mais le problème que je rencontre, c'est que le fait de repartir, je suis heureuse de repartir, parce que pour moi, ça va être une nouvelle vie, ça va être essayer d'oublier un peu tout ce qui s'est passé, parce qu'il faut quand même... j'ai un enfant de 12 ans encore à la maison, donc oui, il a le droit à une mère quand même un peu plus gaie, quoi. Puis là, c'est vrai que je ne sors pas, je vois pas d'amis, je reste à la maison enfermée, je n'ai pas envie de sortir, du reste. Et alors que là-bas, je sortais un petit peu. Oui, mais je comprends. C'est-à-dire que, et puis c'est aussi ça représente. Là, il y a quelque chose qui vous rattache, qui vous tire vers le passé. Alors que là-bas, il y a la possibilité, au fond, d'aller vers autre chose, d'être moins. Voilà. C'est pas le bout du monde, c'est 70 kilomètres, c'est pas énorme à faire. Parce que le problème qui se passe aussi, c'est que j'ai ma petite fille assez souvent, donc d'un autre fils. Et je la garde assez souvent quand sa maman travaille, puisqu'elle fait les nuits. Donc je l'ai souvent gardée la nuit. Seulement donc je me suis bien en bon terme avec mon ex-belle-fille, ce qui provoque des conflits par rapport à mon fils, parce que lui, il n'accepte pas que je garde ma petite fille quand sa mère travaille. Que normalement, pour lui, je n'ai plus rien à faire avec mon ex-belle-fille. Alors ça provoque des tensions, quoi. Puis moi, je suis pris, moi et ma petite fille, en fait, on est pris entre les deux. Alors, c'est pour ça que j'hésite un petit peu à partir. Je dis, si je m'en vais, comment va le prendre ma petite fille? Mais bon, c'est à 70 km en même temps. Oui, c'est donc ça. Vous pouvez, c'est quand même très, très faisable, Vous pouvez la prendre. Ah oui, quand j'étais là-bas, je la prenais. Oui, c'est ça. C'est pas comme si vous partiez, que ça soit à 500 km ou ça vous permet quand même de le faire, d'aller la prendre même un week-end. Enfin, vous lui expliquez ça vous permet de la voir. Voilà. Comme dit Prune, il faut aller vers ce qui est le mieux pour vous. Elle vous souhaite bonne route. Le mieux, c'est que je parte, quoi. Oui, il faut. Parce que là, je vais pas avancer du tout. Je vais pas avancer du tout et je remets tout. Oui. Bon, il y a quelqu'un aussi qui m'envoie un message en disant: quand j'ai perdu mon fils, je n'avais qu'une envie, partir. J'ai déménagé 1 an après, ce qui a été un soulagement. Alors surtout, pensez bien à vous.
Ah bah c'est gentil, Il ça faut me rassure. vraiment faire ce que vous ressentez, vous, profondément. Puis d'un autre côté, j'ai l'impression de l'abandonner, de le lâcher, quoi. L'autre fois, j'étais sur sa tombe, j'ai dit... Lâcher votre fils? Ouais, Non. Je t'abandonne. Vous l'avez pas. toujours, vous savez, vous l'avez toujours en vous. Ah ouais, ça, de toute façon, comme je dis même que j'irai sur une île déserte, de toute façon, mon boulet, j'appelle ça un boulet, je vais l'emmener partout avec moi. Et oui, parfois même c'est ça, cette présence, elle est parfois terriblement lourde à porter. C'est ça, c'est parfois vous aimeriez presque qu'ils puissent un peu, c'est ça, hein, que les morts puissent rester à leur place et qu'ils laissent les vivants un peu vivre. C'est compliqué quand il s'agit d'un enfant parce que c'est pas dans l'ordre des choses. Non, voilà. Mais vous savez bien que vous ne le laissez pas, non, puisque vous l'avez toujours avec vous dans votre cœur. Il vous accompagne, vous le portez. C'est justement, vous dites boulet, c'est-à-dire qu'il y a ce poids en même temps extrêmement lourd. Donc c'est pas ce qui est pour vous finalement. Par moment, vous éprouvez le besoin d'aller d'aller sur sa tombe. Peut-être au fond, est-ce que ça vous fait du bien quand non, vous ça allez... fait mal. Ça vous fait mal. Oui. D'accord. Donc si ça vous fait mal en plus, c'est pas nécessaire parce que à ce moment-là, vous pouvez très bien, si vous avez, vous savez, vous pouvez aussi être dans un bel endroit et puis par moment vous adresser, parler, enfin parler même à voix haute. Je le fais ça. Oui. Voilà, dans un bel endroit. J'ai un endroit que j'aime bien, je m'arrête et puis je l'appelle, quoi. Je crie tout fort, personne m'entend, je l'appelle, je vide que j'ai à l'intérieur. C'est ça peut vous faire du bien, voilà, dans un endroit où... Le problème, c'est qu'on me met un petit peu des bâtons dans les roues par rapport à la maman de ma petite fille qui me dit, mais vous êtes bien ici, tout le monde me dit, mais vous êtes bien ici, non, je me plais pas dans l'appartement, je me plais pas dans c'est pas la maman de votre petite fille qui sait pour vous, même si elle le fait avec de bonnes intentions, hein, mais dire non, vous pouvez dire c'est compliqué pour moi. Ça me rattache à trop de choses, à trop d'événements douloureux. Et dire évidemment, ce qui est compliqué, c'est de vous laisser parce que je suis très attachée à vous, mais je ne vais pas loin. Je ne serai qu'à 70 km, c'est ce qu'il faut leur dire. Ouais. Et en même temps, leur dire, c'est rattaché à beaucoup d'événements très douloureux. Elle pourra le comprendre. Ah oui, tout à fait. Parce qu'en fait, mon fils, il était un peu natif d'ici, quoi. Donc moi, de toute ma jeunesse, j'étais ici. Et puis, c'est vrai que j'ai eu le divorce ici. En plus, j'habite en face de la maison qu'on avait construite ensemble. Voilà, il y a mon ex-mari qui habite ici aussi. Sa maîtresse aussi qu'il avait à l'époque. Oui. Et là, je revis, quand je monte une petite rue, je revis l'enterrement, le défilé de l'enterrement avec le camion. Enfin voilà, l'église, tout ça. Et pour moi, c'est trop dur pour moi. Oui. Et c'est pour donc ça, il faut vous protéger. D'où je viens, même si mon ami ne revient pas, c'est pas ça qui est le primordial. Bon, d'un autre côté, on a des bonnes relations ensemble, donc on peut rester amis. Après, est-ce qu'il se repassera quelque chose, j'en sais rien, mais c'est pas dans ce but-là que j'y vais. C'est parce que c'est une ville qui bouge, qui vit, et puis moi, je vais retrouver de la vie là-bas. Eh bien alors, je crois que vous avez votre réponse, Patricia. Bon, ça va, ça me rassurait quand même, parce que ça fait 8 jours que je me pose cette question, que je retourne tout à l'envers. J'ai fait les pour et le contre, j'ai fait un bilan avec positif, négatif et tout. Et au contraire, quand j'ai déménagé de là-bas pour venir donc ici, le médecin m'a posé une question. Il avait fait sortir mon ami, il m'a posé une question. Il me dit, est-ce que vous avez envie de partir là-bas? Je lui ai dit non. Mais je suis partie parce que là, j'avais plus le choix, quoi. On m'a proposé un appartement et je pouvais plus rester avec mon ami dans des conditions comme ça. Donc, j'avais plus le choix. J'ai pris ça parce que j'avais pas le choix. Mais... Il y a quelqu'un c'est mystique, il dit on n'abandonne pas quelqu'un qui est mort tant que l'on pense à lui régulièrement. Et c'est parfois même oppressant, hein, quand on est la maman, d'ailleurs. Oui. Je sais plus qui disait cette phrase, le véritable tombeau des morts, c'est le cœur des vivants. C'est à double tranchant, d'ailleurs, hein, parce que il faudrait pouvoir arriver à laisser un peu pour pouvoir continuer à vivre. Parce que ce qui se passe aussi, c'est que mon fils allait être papa quand il est décédé. Oui, mais je me souviens de votre histoire. Voilà. Et j'ai toujours pas vu mon petit-fils. Hein. Oui, je me souviens de vous. Je me suis toujours pas vu mon petit-fils. Elle vous laisse pas le voir. Oui.
avocat, j'ai pris une avocate pour essayer de voir, mais voilà, on me demande des papiers, des attestations comme quoi je suis en bonne santé, que je suis pas sous antidépresseur, que je... Oui, c'est très dur de Et vous je faire ne peux ça. pas fournir ces papiers parce que je suis suivie déjà psychologiquement. J'ai des antidépresseurs, donc voilà. Bien sûr, mais forcément. Enfin, comment voulez-vous bien sûr que, enfin, vous demandez de ne pas, si vous n'avez pas d'antidépresseur, évidemment, vous perdez un enfant. Enfin, oui, ça vous a aidé à tenir et ça va vous aider encore certainement. Donc, c'est absurde tout ça. Bon, peut-être, vous savez, cette jeune femme, elle peut évoluer. Ça a aussi été terriblement une épreuve aussi terrible pour elle de perdre le père de son enfant alors qu'elle était enceinte. Je sais pas, on en avait parlé, hein, pourquoi cette réaction. Je crois que il faut que vous pensiez à vous aujourd'hui. Comme le dit Catherine, il faut suivre la route qui vous semble la plus belle, je dirais celle qui vous semble la plus apaisante, la plus sereine, celle où vous sentiez la mieux, voyez. Voilà, c'est celle de repartir, quoi. Voilà. C'est vrai que jusqu'à présent, je prenais même plus soin de moi. Je veux dire, pour moi, j'existais plus, quoi. Pour moi, je pensais un peu aux autres, je pensais au bien de mon fils, je pensais... Voilà. Pensez à ça. Alors, c'est important. Je reçois un message qui dit: nous avons créé un forum pour parents en deuil. On va vous donner. Je donne pas trop quand j'ai pas l'info, quand on n'est pas allé. Moi, j'aime bien donner quand on est allé voir sur le forum. On va vous le donner hors antenne. Qui dit: ça permet d'exprimer ce qu'on ressent ou simplement de voir ce que d'autres parents ressentent. On vous le donnera, mais j'ai l'impression que c'est peut-être pas ce que vous ressentez, votre besoin actuellement. On va vous le communiquer quand même hors antenne, hein, d'accord ? Gentil. Voilà. Donc, suivez le votre fait de partir, route. J'abandonne pas mon fils, je ne fais pas de quelque chose de mal. Oh non, hein? Vous ne l'abandonnez pas, non. Non, d'accord. Non. Ça me rassure beaucoup. Non, vous l'abandonnez pas. De toute façon, il reste présent avec vous et parfois trop. Il faut au contraire que vous puissiez un peu vous lâcher. Et puis il faut que j'aille un peu de l'avant, quoi, puis de faire ce qui est le mieux pour moi, pour que j'aille mieux. Oui. Parce que ça va faire 3 ans le 2 août et ça fait... Enfin, ça me semble, c'est long, mais ça me semble hier, quoi. Bien sûr. Voilà, c'est gentil. Prenez soin de vous. Merci beaucoup, Caroline. Au revoir, et Patricia. Merci aux auditeurs qui m'ont aidé aussi. Merci à l'auditeur qui dit: c'est Jean Cocteau, le vrai tombeau des morts, c'est le cœur des vivants. Oui, merci à vous. Au revoir, Patricia. Au revoir, Caroline. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Un petit clin d'œil à Alima qui nous dit: je suis contente, j'arrive à vous suivre par internet, plus de frustration lorsque vous passez sur la FM. Il faut dire qu'Alima habite dans le nord algérien, donc j'en profite pour saluer nos amis algériens. L'Araignée envoie un message aussi pour Frédéric qui dit: il n'y a pas de solution de fait, ne vous laissez pas abattre, apprenez à gérer les séparations avec vos enfants et ne voyez pas chaque acte de votre femme comme maléfique. On va accueillir maintenant Céline. Bonsoir Céline. Bonsoir. Bonsoir. Alors demain est une journée un peu spéciale, je crois, pour vous. Voilà, tout en stress à l'avance. J'ai rendez-vous pour une médiation familiale avec le père de mon fils, en sachant que c'est une situation qui est extrêmement compliquée. Comme beaucoup, on a chacun notre histoire. C'est une séparation qui date de janvier 2008. On s'est séparés parce que ça a été assez violent comme séparation. On s'est séparés parce que mon ancien conjoint recherchait des partenaires sexuels hommes et femmes via Internet et et des choses assez hard, on va dire ça comme ça. La séparation s'est pas faite du jour au lendemain parce que j'ai découvert ça quelques mois à l'avance et chez moi, je me suis remise en question moi de mon côté. Je lui ai demandé s'il avait des attirances diverses qu'il assumait pas. Enfin, j'ai essayé de comprendre en fait pendant plusieurs mois. J'ai eu droit à écoute, je suis perturbée, j'ai envie d'aller voir un psy, je t'aime, je veux pas qu'on se quitte, machin. Enfin,
jusqu'à ce que je me rende compte que il continuait. J'ai fait un truc pas très cool. Je l'ai piégé en fait, pour savoir jusqu'où il était capable d'aller. Et je l'ai surpris en train d'attendre un rendez-vous pour s'envoyer en l'air, quoi, soyons clairs et précis. Donc moi je suis partie pour le week-end pour me calmer. Je lui ai laissé un message comme quoi je revenais le lundi et qu'on verrait comment se séparer de façon pas trop difficile pour pas trop perturber le petit non plus. Et résultat des courses, il a fait 2 tentatives de suicide, intervention de la gendarmerie, cassage de porte. Moi, j'ai pas voulu réintégrer le domicile de peur de violence autre, quoi. Après, on est passé devant le tribunal. J'ai pris sur moi pour le petit, j'ai essayé de faire en sorte que ça se passe bien. Donc, j'ai pas fourni les pièces justifiant les raisons de la séparation par rapport à ces déviances sexuelles. Et donc on avait pris des engagements respectifs qu'il n'a jamais respectés. C'est-à-dire que là, il n'a toujours pas d'appartement propre. Mon fils n'a pas sa chambre. Il n'arrive plus à garder un travail depuis la séparation. Et à chaque fois que j'essaye, moi, de lui dire, écoute, il faut au moins que tu trouves un petit appartement. Je vais être crue, je suis désolée, mais c'est va te faire foutre, laisse-moi faire ma vie, quoi. C'est ce qu'il vous répond. Ouais, tu m'emmerdes. Il me dit carrément, tu m'emmerdes. Et en même temps, il a accepté la médiation. Il n'a pas eu le choix, c'est le juge qui nous a renvoyés vers la médiation familiale. Parce que moi, j'ai parlé avec lui pendant plusieurs mois pour qu'il trouve un appartement. Parce que là, il est hébergé chez sa famille d'accueil. C'est un espèce de chalet dans le garage. Enfin, c'est pas. J'estime que c'est pas un logement décent pour un enfant. Je dis pas que moi, j'ai une super maison, j'ai un petit appartement. Mais j'estime qu'il pourrait avoir au moins un appartement avec une chambre séparée pour quand il reçoit son fils. Parce que je sais qu'il continue ses recherches via Internet. Je sais qu'il s'expose énormément. J'en ai encore eu la preuve il y a peu. Oui, mais alors ça, c'est vrai qu'en médiation familiale, vous allez plutôt aborder tout ce qui concerne l'enfant. Voilà, non mais moi, ma demande de cet appartement, c'est faite par rapport à la peur que mon fils surprenne des choses qu'il ne devrait pas voir, si vous voulez. Parce que je sais qu'il continue même quand il a mon fils. J'en ai eu la preuve il y a peu. Il a quel âge, votre fils ? Mon fils a eu 3 ans, là, ces derniers temps. Il a été très perturbé par la séparation. Vous pouvez l'aborder. Mais de toute façon, oui, parce que... Et le souci qui s'est posé également, c'est que quand il a fait ce tentative... Bon, c'est un peu compliqué parce que vous allez voir, de toute façon, vous savez, les gens de la médiation familiale, vous appelez là parce que effectivement, il est 1h, vous ne dormez pas. Vous avez rendez-vous demain matin ? Demain à 10h30, oui. Oui, donc vous êtes angoissé. Vous savez, dites-vous que les personnes, c'est auprès de le tribunal ? C'est la juge, parce que l'histoire était très compliquée. Moi, mais c'est pas la juge elle-même qui va vous recevoir en médiation. Non, elle nous a renvoyés vers la médiation. Oui, donc demain c'est la médiation. Vous êtes en médiation, vous ne voyez pas la juge. Vous êtes en médiation au tribunal. Non, c'est une association. Oui, bon, vous savez, ils ont l'habitude de recevoir des situations très complexes. Vous êtes tous les deux. Oui. Bon, donc ils vont cadrer, c'est-à-dire que si vous commencez à dire où il y a des choses qui relèvent plutôt de votre intimité, là c'est vraiment votre intimité de couple. Ils vont vous dire peut-être, mais écoutez madame, ça ne relève pas de la médiation familiale. Eh bien, vous pourrez dire oui, mais ce que je crains, c'est par rapport à l'enfant, les débordements, que mon fils soit témoin. Bon, peut-être qu'ils vont dire, écoutez, oui, mais ça, c'est vraiment pas la médiation. Nous, on n'est pas là pour ça. Et ils ont l'habitude de gérer ça. Alors peut-être que vous, cette blessure, elle reste aussi, ça a été très compliqué pour vous à gérer, et elle restera à élaborer dans un autre lieu que la médiation familiale. Je peux difficilement vous en dire plus là, parce que de toute façon, on arrive à la fin de cette émission, et faites confiance à la médiation, parce que là, vous allez régler tout ce qui concerne les problèmes de votre fils. Je suis face à un mur, quoi, si vous voulez, j'arrive pas. Oui, mais demain, je vous assure que les gens de la médiation, ils ont l'habitude. Et les murs, ils vont un petit peu les faire un peu tomber. Et donc, faites confiance, Céline. Et essayez de dormir pour être en forme demain. On n'a pas eu beaucoup de temps, mais vous allez avoir du temps pour parler demain avec la médiation. Dormez bien en attendant. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.